Bonjour, vous écoutez le Corrigé de l'info, un podcast proposé et réalisé par le CERU, le labo d'idées universitaires. Pour ce second numéro, Corrigé d'info s'intéresse au politiquement correct. Quels sont les moteurs de cette nouvelle forme de censure ? Comment se développe-t-il ? Quelles en sont les conséquences pour nos démocraties ? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance de recevoir Mathieu Boccoté, docteur en sociologie, enseignant à HEC Montréal, dont le dernier livre, L'Empire du politiquement correct, vient de sortir. Mathieu Boccoté, bonjour. Bonjour. Après avoir consacré plusieurs livres à la question du multiculturalisme, pourquoi désormais vous intéresser au politiquement correct ? Je crois que les deux questions sont liées, c'est-à-dire le multiculturalisme est l'idéologie dominante de notre temps. La question du donc plus largement la question de la diversité, c'est-à-dire l'idéologie diversitaire. La question du politiquement correct m'intéresse depuis longtemps dans une perspective plus vaste. C'est-à-dire c'est un concept qui est très souvent utilisé, politiquement correct, et rarement défini. Donc chacun se le lance au visage sans prendre la peine de le définir. J'en propose une définition. C'est-à-dire j'y vois ce système, cette manière de mettre en scène l'espace public qui sert à exclure, à disqualifier, à pathologiser ceux qui remettent en question l'idéologie diversitaire et plus largement l'héritage des Radical 60s. Donc je n'enferme pas sa définition dans son origine, c'est-à-dire les campus américains des années 60, 70, 80. Je cherche à voir comment, à partir de cette impulsion, qui était celle donc de l'idéologie diversitaire, s'est institutionnalisé un nouveau rapport à l'espace public dans nos sociétés où, devant de plus en plus la pression de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les populismes ou le conservatisme ou la renaissance de la droite, devant cela, l'idéologie diversitaire, le régime diversitaire, parce que cette idéologie avait pris le pouvoir, le régime diversitaire tend de plus en plus pour contenir, repousser ceux qui le contestent, non plus à les traiter comme des adversaires légitimes dans la cité, mais plutôt comme des ennemis. Le passage de l'adversaire à l'ennemi implique une radicalisation du discours, de la condamnation, de la critique et même de la répression quelquefois. Donc ce qui m'intéresse à travers ça, ce sont les codes de la respectabilité politico-médiatique, c'est la formation de l'espace public et c'est quelles sont, autrement dit, les formes contemporaines de la censure sur lesquelles s'appuie le multiculturalisme notamment. Et si on fait un petit retour en arrière, comment justement cette idéologie diversitaire est née, quelle thématique elle recoupe et finalement pourquoi elle semble légitime aux yeux d'une grande partie des populations occidentales ? Alors, on pourrait voir une forme de décolonisation appliquée au monde occidental à deux domaines de nos sociétés, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le registre de l'identité et le registre anthropologique. Donc, c'est l'héritage des années 60. J'ai raconté dans mon multiculturalisme comme religion politique comment nous sommes passés à partir des années 60 une forme de mutation contre-culturelle du marxisme qui passait de la critique du capitalisme à la critique de l'Occident, de la critique du bourgeois à la critique de l'homme blanc hétérosexuel, de la célébration aussi de l'ouvrier jusqu'à la célébration des minorités, parce que l'ouvrier avait refusé de jouer le rôle de chair à canon révolutionnaire finalement. Donc, dans les années 60, une bonne partie de la gauche cherche un nouveau sujet révolutionnaire et va croire le trouver dans les différentes minorités dont les revendications se font entendre de plus en plus à partir de ces années-là. Donc ça, c'est le point d'origine. Ensuite, si on transpose ça aux années... Donc, cette idéologie-là va se déployer de plus en plus les années 60, 70, 80... 90, elle va se normaliser. On pourrait dire que si dans les années 80, elle se normalise dans l'université avec le développement de ce que j'appelle les radical studies, donc les études de population subordonnée du point de vue des subordonnés, donc l'espèce d'études minoritaristes. À partir des années 90, il y a une normalisation médiatique très forte de ce discours. D'un pays à l'autre, chacun suit son rythme, mais on pourrait dire que les décennies sont bien identifiées. Dans les années 90-2000, c'est la normalisation gestionnaire du radicalisme post-68 heures. On peut penser à la Third Way de Tony Blair, par exemple, qui, autant il était, sur le plan économique, c'était rallié à l'économie de marché, autant sur le plan culturel et identitaire, c'était rallié au multiculturalisme le plus décomplexé. Et donc, ça s'est institutionnalisé, et je pense qu'aujourd'hui, le multiculturalisme et plus largement l'idéologie diversitaire, donc double décolonisation. Décolonisation 1, il faut passer de la nation
au multiculturalisme, décolonisation 2, anthropologique. Il faut déconstruire les formes traditionnelles de l'identité, par exemple sexuelle, homme, femme, la représentation classique de la transmission, de la culture, pour permettre à toutes les diversités refoulées dans les marges historiquement, du moins c'est ainsi qu'on se le représente, d'émerger contre les anciennes normes. Et ça culmine dans la théorie du genre et dans le fameux LGBTQ2I2+, c'est-à-dire cette idée d'un éclatement infini de la subjectivité pour que toutes les minorités puissent s'inscrire dans l'espace public en leur nom. Et ça, je crois qu'on est aujourd'hui dans un moment de radicalisation de cette idéologie, parce que pour certains, la notion de politiquement correct, c'est daté. C'est très 1990. Moi, ce que je cherche à voir dans le livre, c'est comment ça s'est poursuivi, et on a cessé d'en suivre la piste, cessé d'en suivre la trace, en fait. Et aujourd'hui, en fait, c'est que justement, c'est une logique de pouvoir, en fait, pour empêcher la renaissance dans nos sociétés, par exemple des identités nationales, ou plus largement, le refus de la déconstruction diversitaire jusque dans son délire. Parce qu'effectivement, on a l'impression aujourd'hui que, vous le montrez d'ailleurs dans le livre, qu'il y a une forme de radicalité qui est de plus en plus rapide dans ces radical studies, dans ces études radicales. On le voit à l'université française, vous le voyez peut-être encore mieux que nous avec l'université au Canada et l'université anglo-saxonne, qui là-dessus a été peut-être précurseur. Mais comment finalement voir où ils veulent aller et c'est quoi la logique de la déconstruction? Parce qu'on voit bien qu'ils veulent tout déconstruire, on a l'impression que c'est nihiliste, mais est-ce simplement nihiliste ou est-ce qu'il y a un objectif derrière? Je pense que c'est une forme de révolution, c'est-à-dire derrière le nihilisme, dans leur esprit, c'est la recréation du monde dans le fantasme de l'auto-engendrement. C'est-à-dire quand nous aurons déconstruit tout ce qui nous a été imposé, l'homme pourra renaître en étant absolument lui-même, transparent lui-même, délivré de toute forme d'assignation identitaire extérieure. L'homme sera lui-même son propre Dieu, disons ça comme ça. Ça, je crois que c'est le fond religieux du progressisme. Donc, d'ailleurs, vous savez, à mon avis, utopisme et révolutionnarisme, utopisme et nihilisme reposent sur même univers mental. L'utopisme consiste à croire qu'on peut sortir une société de rien par un simple effort de la pensée. Bon, et inversement, une forme de nihilisme consiste aujourd'hui à fantasmer sur le grand vide dont pourrait ressurgir ensuite l'objet de tous nos fantasmes. Mais je crois pas qu'il y a un objectif au sens où un programme politique serait caché derrière ça. Je crois que c'est la course folle à la déconstruction qui toujours va plus loin et qui ne peut pas s'arrêter parce que le réel n'est pas un simple effet de discours. C'est-à-dire, il y aura toujours, qu'on le veuille ou non, au terme de la déconstruction du masculin et du féminin par la théorie du genre, il va toujours avoir des hommes et des femmes. Or, ça... Les faits sont têtus, oui, les faits sont têtus. Le réel s'obstine à exister en se passant de notre consentement. Les nations continuent d'exister. Les nations, on pourrait en finir un jour, peut-être. C'est bien triste, mais le réel est résistant. Donc, le progressiste lance toujours de nouvelles attaques. Et au début, et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent... à droite, entre guillemets, c'est devant les innovations sociétales les plus loufoques du progressisme. Par exemple, aujourd'hui, la théorie du non-binaire en matière d'identité sexuelle ou la fluidité de genre. Le premier réflexe, c'est de partir à rire. On se dit, mais ils sont fous. Et puis, on s'en détourne en disant, ces gens-là vont vieillir et ils vont rejoindre le monde réel. Non, les idées qui nous faisaient rire hier peuvent devenir demain des programmes universitaires et après-demain des programmes politiques et contraindre et façonner le réel. Donc, je crois que nous devons prendre au sérieux le progressisme dans ces manifestations même les plus loufoques, car demain elles auront la nouvelle norme. Effectivement, on a vu beaucoup de choses qui, il y a quelques années, paraissaient très accessoires. L'écriture inclusive, par exemple, devenir même en France, aujourd'hui, quelque chose d'assez banal. Alors, du coup, finalement, ce qu'on comprend un petit peu, c'est que face à ces avancées radicales, il y a une résistance du réel et une résistance finalement d'une partie de l'opinion, et que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a un développement, que vous ressentez un développement du politiquement correct? Bien sûr, parce que devant, le plus bel exemple de ça, pardonnez-moi, le plus bel exemple de ça, c'est l'effet Trump. Alors, j'ai aucune sympathie particulière pour ce singulier personnage à la tête des États-Unis, mais il n'en demeure pas moins que ce qui a alimenté
la campagne de Trump, c'était justement la réaction du commun des mortels devant le mépris de la classe médiatique, l'espèce de politiquement correct hystérisé devant la candidature de Trump. Et une fois, donc, le commun des mortels en avait marre. Mais devant cela, le système médiatique, les universitaires cherchaient moins à comprendre qu'à en rajouter dans la condamnation du commun des mortels. Alors, si ensuite vous prenez de l'élection, alors depuis l'élection, il n'y a pas eu d'effort de chercher à comprendre qu'est-ce qui nous a échappé dans le pays. La réaction est plutôt une hystérisation, justement, du politiquement correct, de ces catégories. On croit que si on crie raciste 10 fois plus fort qu'on le criait la veille, on va finalement réveiller les masses qui vont comprendre qu'elles baignent dans l'abjection du racisme américain, et ainsi de suite. Donc, devant la poussée, je dirais pas du réel dans ce cas-là, parce que Donald Trump n'a pas le monopole du réel, loin de là, mais devant la poussée de ces forces qui traduisent habilement ou maladroitement dans l'espace public le refus de l'esprit de l'époque, le refus du progressisme obligatoire, l'attachement aux identités et à l'enracinement, eh bien, le régime diversitaire est tenté de se radicaliser. Et là, on voit quelques exemples de ça. Il va dire, par exemple, il faut exclure nos contradicteurs les plus visibles de l'espace public. Donc, on veut plus entendre tel intellectuel, tel essayiste, tel chroniqueur dehors, parce que dans leur esprit, si ça va mal, c'est parce que quelqu'un exprime un point de vue contradictoire au leur. Hein, on dit quelquefois, citant Weber, que le propre de l'État, c'est le monopole de la violence légitime. On pourrait dire aujourd'hui que c'est le propre du régime diversitaire, c'est le monopole du récit médiatique légitime. Et quand une personne, 2 personnes, 10 personnes dans l'espace public font entendre un discours, ils ont beau avoir devant eux 1000 personnes, on craint qu'une seule parole entendue puisse susciter des vocations vers la dissidence. Dans le même esprit, on va développer tout un système de psychiatrisation du désaccord, l'utilisation à répétition des mots en phobie pour parler de ceux avec qui on est en désaccord, et on peut envisager aussi, on le voit de plus en plus, une répression plus formelle, légale, juridique. Je pense, par exemple, au pacte de Marrakech, dont on nous disait de ne pas nous préoccuper de ça. Il fallait quand même le lire. Oui. Et où il y avait un appel explicite. Dans les États ont signé, là, à ce que les États ne financent plus les journaux qui feraient la promotion du racisme ou de la discrimination. Alors, d'accord, sauf quand on lit la définition qui est proposée du racisme et de la discrimination dans ces milieux, on constate que si vous n'êtes pas favorable au multiculturalisme, si vous n'endossez pas la thèse du racisme systémique occidental, ben vous êtes d'une manière ou de l'autre raciste à petit ou grand degré. Alors, on comprend que le régime, aujourd'hui, partout en Occident, quand je parle de régime, je ne dis pas la 5e République, tout ça, je parle de la forme politique, la forme politique que prend aujourd'hui la démocratie occidentale. Le régime se radicalise devant ceux qui le critiquent et se montre de plus en plus décomplexé dans l'idée que certains doivent être, par exemple, déchus de leurs droits civiques ou à tout le moins privés d'accès à l'espace public. Ça va assez loin quand même. Et effectivement, c'est ce qui est intéressant dans votre livre. On voit bien qu'il y a différentes formes finalement, différents degrés de censure ou de politiquement correct. Alors, vous le dites, la partie la plus... ce qui pourrait apparaître la plus dure, ça serait une censure quasiment légale qui, avec le pacte de Marrakech, où il y a des institutions qui encouragent à subventionner ou interdire telle ou telle chose. Quelquefois, c'est les corporations. Vous expliquez, par exemple, que le Conseil de la presse au Québec s'est auto-censuré elle-même, ou en tout cas a fait beaucoup de zèle. Oui, ça c'est un bon exemple. Alors, je pense que c'est l'été 2017, si je ne me trompe pas, début d'un phénomène d'immigration illégale au Québec. Alors, pour des raisons géographiques, l'immigration illégale nous frappe moins directement que l'Europe. C'est-à-dire, on a l'Atlantique. Bon. Mais, pour différentes raisons, Donald Trump soulève à ce moment-là une clause d'exception pour les Haïtiens qui s'étaient réfugiés aux États-Unis après le tremblement de terre. Donc, les Haïtiens doivent retourner chez eux. Ils ne veulent pas vraiment. Donc, commencent à monter vers le nord. Traversent la frontière le chemin Roxham, en Estrie. C'est une région au Québec. Et là, on voit des gens arriver sans cesse. Donc, on a une crise d'immigration illégale. C'est-à-dire des gens traversent la frontière illégalement, en masse. Et là, ça devient presque une filière reconnue mondialement. C'est-à-dire, par exemple, des Nigérians traversent l'Atlantique, se font poser à New York, prennent un taxi, vont jusqu'à la frontière, traversent la frontière à pied, et là se présentent quelquefois d'ailleurs comme des réfugiés, donc une forme de détournement à grande échelle du droit d'asile. Un animateur radio dit c'est de l'immigration illégale. Mais au même moment,
tout le système médiatique disait c'est pas l'immigration sous la pression du lobby immigrationniste. L'immigration illégale n'existe pas, ce terme est fallacieux. Il faut plutôt dire que ce sont des immigrants irréguliers ou des réfugiés, mais pas des immigrants illégaux. Et là, donc, le système médiatique reprend ce vocabulaire militant comme s'il allait de soi, comme si ça relevait du vocabulaire scientifique. Et un journaliste, donc un animateur radio, dit « Ben moi, j'appelle ça des immigrants illégaux ». Le conseil de presse a fait un jugement contre lui, symbolique, il n'y a pas de portée concrète, mais c'est important, c'est le gardien symbolique des médias, pour dire, pour le condamner, parce que la notion d'immigrant illégal serait inadmissible dans le débat public. Alors qu'on est ici devant justement des concepts qui servent à nommer le réel, certains concepts qui visent à nommer une réalité qui, si elle était mentionnée, c'est-à-dire le commun des mortels n'aime pas beaucoup l'immigration illégale. Si c'est mentionné, on craint les réactions populaires, on décide de proscrire le mot. De ce point de vue, comment ne pas penser en 1984? Mais effectivement, c'est très intéressant. On voit qu'il y a un combat, le combat culturel, et surtout un combat lexical. Ce qui est aussi, vous montrez bien l'évolution, par exemple, du terme racisme, qui aujourd'hui devient quelque chose de très différent de ce qu'on appelait le racisme il y a quelques années, qui était quelque chose qui était totalement condamnable parce que c'était des injures, des discriminations. Aujourd'hui, le racisme, c'est différent, non? Ah oui, ça c'est fascinant. Pardonnez-moi. Donc on le voit sur le racisme, par exemple. On nous dira aujourd'hui le racisme, c'est pas donc des injures, c'est pas le fait de vouloir hiérarchiser une société en fonction des catégories raciales, non, c'est défendre un système qui produit des racisés et qui produit un système discriminatoire implicite, plus qu'explicite d'ailleurs, à l'avantage d'un groupe ethnoculturel dominant qui se réfugie derrière l'universalisme souvent. Donc on va appeler ça le racisme systémique. Et en France, on appelle ça plutôt le racisme d'État aujourd'hui. Racisme d'État, alors racisme systémique va plus loin parce qu'on nous dira que ça traverse l'ensemble de la société. Donc vous allez avoir ce concept-là dans quelques années. Faites confiance au vent d'Amérique. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette logique quelqu'un qui serait un universaliste sincère, un républicain, on dirait chez vous, qui n'accepte pas la notion de racisme systémique, va être accusé de racisme parce que refusant de remettre en question le système raciste, l'endosse et le légitime, alors qu'inversement, quelqu'un qui vous dira sale blanc ou sale ci ou sale ça, je vous trouvais la catégorie, eh bien, ça va être réduit à l'expression de préjugés raciaux à la rigueur, mais ça ne sera pas vu comme du racisme. Donc, un raciste militant explicite qui déteste les gens sur la base de la couleur de leur peau et on ne l'accuse pas de racisme parce que le racisme serait désormais seulement structurel, seulement systémique, et le racisme individuel ne compterait plus à l'intérieur de ça. Donc on va nous dire par exemple le racisme anti-blanc n'existe pas. Même quand on a des expressions, je pense que c'est Nick Conrad, le rappeur, qui disait qu'il voulait tuer des bébés blancs dans des crèches, ce qui est quand même une idée singulière, disons ça ainsi. Plus que singulière. C'était monstrueuse en fait. Eh bien, il n'était pas raciste selon le discours ambiant. Puis, lui-même s'est réfugié en disant, vous savez, j'étais victime de discrimination. Donc on dira, oui, on l'entend souvent ça, le racisme anti-blanc n'est rien d'autre qu'un mode de défense des populations racisées contre un système qui les opprime. Alors là, autrement dit, il y a un bon racisme, c'est le racisme contre les blancs, et un mauvais racisme, évidemment, celui qui pèserait sur les populations dites racisées. Et moi, ce qui me fascine à travers ça, c'est la réhabilitation dans nos sociétés de la catégorie raciale comme catégorie politique légitime. Parce qu'elle vient de la gauche, c'est comme si là, elle est légitime, alors que tout le travail intellectuel du monde occidental depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était de déconstruire politiquement et sociologiquement la race. Avec raison d'ailleurs, parce qu'il n'y a probablement pas de catégorie plus régressive, c'est une catégorie zoologique, c'est une catégorie qui nous éloigne des cultures, des peuples, des patries, des civilisations, et qui nous enferme dans un groupe de couleurs, qui nous naturalise, qui nous fait perdre l'identité dans ce qu'il y a de plus proprement humain. Et là, la race revient sous le vocabulaire de racisé, et là, il est désormais normal de dire le chanteur blanc, le pianiste noir, et là, donc, on trouve une manière de catégoriser les êtres de manière raciale, mais puisque ça vient de la gauche, apparemment, et c'est progressiste. Bah, effectivement, alors, en France, depuis quelques temps, malheureusement, on voit ça apparaître aussi, avec, par exemple, le syndicat étudiant UNEF qui crée des groupes maintenant non mixtes, racialement. Ça aurait été, il y a quelques années, vraiment... quelque chose qui aurait choqué les gens. Aujourd'hui, ça apparaît bien. Oui, parce que c'est la discrimination choisie. C'est paradoxal. On va nous dire que c'est l'entre-soi ethnique choisi comme mode si je me trompe, d'affirmation identitaire délivrée justement des contraintes officielles. Donc, les gens veulent se regrouper sur une base raciale pour partager leur expérience de racisé. Et là,
c'est un système ubuesque, orwellien aussi tout à la fois, c'est-à-dire l'inversion du sens des mots. L'antiracisme aujourd'hui consisterait à racialiser les appartenances. On se dit, mais dans quel monde on évolue? Mais ça peut aller assez loin, hein, ça peut aller très loin. En fait, on va même, justement, l'utilisation du concept de blanc, moi, me fascine aujourd'hui. On dirait, oui, vous êtes blanc, surtout au Québec. Je vais vous donner, pardonnez de parler de chez moi un instant. On a... Historiquement, au Québec, les rapports sociaux sont clivés sur le plan linguistique, c'est-à-dire c'est les Français, les Anglais, au Canada, c'est sur le plan linguistique. Et aux États-Unis, la question raciale existe. Aux États-Unis, là, il y a une vraie question raciale, c'est terrible, c'est le péché d'origine de ce pays, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de majorité blanche au Québec. Ça n'existe pas. Les Français et les Anglais étaient blancs tous les deux, et puis ne s'aimaient pas, puis il n'y a aucun sentiment de fraternité raciale qui a empêché les anglophones de persécuter les francophones jusqu'aux années 1960. Bon. Aujourd'hui, on nous dit la majorité blanche québécoise. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, est-ce qu'on doit mettre dans le même sac aujourd'hui la minorité anglaise que les Québécois traitaient eux-mêmes de Rhodésiens pendant longtemps et la minorité anglaise qui nous regardait de haut avec un rapport colonial? Est-ce qu'on doit dire que tout ça, c'est la même communauté parce que blanc? Donc, on abolit l'histoire, on abolit la culture, on abolit la religion, on abolit 2 siècles et demi d'histoire franco-anglo chez nous pour n'y voir finalement qu'une majorité blanche qui n'existerait plus que par la définition de la couleur de sa peau. Donc cette catégorie-là de blanc vient effacer la complexité de l'histoire de nos sociétés, appliquée de même à l'Europe. Un Français n'est pas un Allemand, un Tchèque n'est pas un Slovaque, par exemple, un Croate n'est pas un Serbe, on pourrait faire la liste. La notion de blanc vient aplatir, neutraliser, vider, néantiser les cultures et les identités pour nous ramener à une couleur de peau. Je trouve que c'est une barbarie sans nom. Effectivement, donc on voit que le politiquement arrive d'ailleurs quelquefois à être... l'antithèse de ce qu'il était au départ et au nom d'un progressisme devient quand même un anti-progrès. Et pourtant, il a quand même... alors, il choque, comme vous l'avez dit au début, et au fur et à mesure, il finit par s'imposer grâce justement à ces formes de censure. Alors, comment fonctionne? Parce qu'on a parlé effectivement du risque de censure politique, mais finalement, on s'aperçoit que ce qui... touche et menace le plus le débat politique, c'est une forme d'autocensure. Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens s'autocensurent tellement? C'est la peur de se faire insulter, c'est la peur de se faire traiter de raciste, c'est la peur de se faire traiter de sexiste, c'est la peur de se faire traiter d'homophobe, de transphobe, mais surtout de raciste. Soyons sérieux, c'est l'insulte la pire, pour des raisons compréhensibles. Le racisme est effectivement abject. Or, aujourd'hui, on sait très bien que si on s'oppose à l'immigration massive, si on dit l'immigration, il ne faut plus accepter ce principe d'immigration massive, nos sociétés sont plus capables de l'intégrer. Ou on critique le multiculturalisme, ou on critique l'histoire pénitentielle. L'accusation de racisme viendra très rapidement. Et une fois qu'elle vous est collée à la peau, très difficile de s'en détacher. Et on sait très bien qu'à partir de là, on risque d'être classé à l'extrême droite, donc transformé en infréquentable, mis au banc de la cité, traité comme un paria, condamné à une vie de dissident, qui a envie véritablement du destin d'un ostracisé. Le vocabulaire est là, vos idées sont nauséabondes, donc on dit vous puez, on va vous tenir très loin de l'espace public, vous êtes sulfureux. Donc. Alors, à partir du moment où le prix à payer socialement, culturellement, économiquement même souvent, faut pas l'oublier, essayer de faire carrière à l'université en ne reprenant pas le discours idéologique dominant en sciences sociales. Bonne chance. Hein? Dans les médias, on vous traitera comme un polémiste bas de gamme, même si vous avez une œuvre substantielle, parce que vous n'êtes pas en accord avec le système. Donc, il y a un prix... La peur, pour les politiques, c'est la peur de se faire insulter. C'est la peur d'être relégué dans la marge. Plus largement, c'est ce sentiment justement qu'on va quitter le périmètre de la respectabilité démocratique et on va être désormais traité comme un déchet d'une manière ou de l'autre. Donc, ça pousse à une culture de l'autocensure, mais... Ça crée une culture aussi de l'aveuglement, c'est-à-dire il y a beaucoup de phénomènes sociaux que nous n'osons plus nommer parce qu'on se dit que si on les nomme tels qu'on les voit, alors on va être accusé effectivement d'avoir des pensées discriminatoires, coupables. Prenez l'exemple de l'agression d'une jeune trans à République, c'était au début du mois d'avril. Ceux qui agressent ont tous un drapeau algérien sur le dos. Appelons ça le crime est signé. Or, il n'était pas possible dans les médias de mentionner la chose, sauf pour dire que ce n'était pas important, que ça n'avait aucune signification. Donc, on ne pouvait mentionner le drapeau que pour dire ça compte pas, ça compte rien, ce sont des hommes. Le problème, c'est que ce sont des hommes. Rappelez-vous, Porte-la-Chapelle,
en avril 2017, ou mai 2017, après la présidentielle, on nous disait que le quartier devenait inhospitalier pour les femmes dans la rue. Et là, on nous disait que c'est à cause de l'arrivée récente, une arrivée massive d'hommes récemment. Des hommes. Oui, des hommes. Quels hommes? Alors, le refus de nommer, dans le cas-là, c'était des migrants. Le refus de nommer ça pour ne pas entrer dans une logique de discrimination. Pensez à Cologne, même chose. Ça fait qu'on ne veut plus voir le réel et qu'on censure notre rapport au réel et que les plus contaminés par tout cela ne le voient tout simplement plus. Puis ça crée, je pense, une forme de schizophrénie politique et idéologique dans laquelle plusieurs sont plongés. Et finalement, comment ça fonctionne, ça? Qui sont ceux qui sont capables de définir, parce qu'on pense, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de gens qui, effectivement, sont capables de désigner, et pourtant, le résultat est là. Qui est-ce qui désigne? Qui est-ce qui donne les mots d'ordre? Comment ces mots d'ordre naissent? Qu'est-ce qui fait que demain, pour une parole, on peut être classé en dissident ou en renégat? Je pense pas, effectivement, c'est pas un qui au sens où il y a zéro complot, il y a rien de tout ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est une idéologie qui s'est emballée et qui envoûte. C'est le propre de l'idéologie, hein, c'est-à-dire elle s'impose à nous même sans avoir d'idéologue en chef. Donc cette idéologie-là aujourd'hui s'est imposée comme la norme et nous sommes tous d'une certaine manière ses gardiens et ses victimes, c'est-à-dire même ceux qui voudraient la contester la respectent en se disant qu'on peut pas trop la contester si on veut demeurer quand même dans le jeu. Ça fait partie de l'ensemble aussi. Donc je crois que c'est une idéologie qui se déploie et qui a son propre mouvement, puis ensuite qui est relayé par des tonnes de pouvoirs médiatiques, administratifs, associatifs, qui sont traversés par elle, qui sont portés par elle et qui la portent, mais je ne serais pas de ceux qui disent c'est donc ce noyau, cette cellule, pas du tout. Il faut plutôt chercher à comprendre la dynamique propre des idéologies, et ça on l'a vu au 20e siècle, les idéologies, elles sont presque portées d'elles-mêmes en un sens. Et ce qu'on peut faire contre ça, cela dit, c'est la nommer. Ça, je pense que c'est là où on a une liberté, c'est nommer ce qui se passe. Nommer cet envoûtement idéologique qui brise qui brise quelquefois les reins, qui brise les jambes, qui casse les consciences, qui brise les âmes même quelquefois. Faut nommer cette espèce de nouvel envoûtement idéologique, ce que certains font en disant la bien-pensance, la pensée unique. Les termes sont nombreux pour nommer ce malaise devant ce sentiment d'inhibition généralisé dans l'espace public. Et finalement, donc, on voit que vous dites qu'il y a cette forme d'autocensure, qu'il peut y avoir des censures plus radicales. Dans votre livre, vous mettez un petit espoir finalement dans Internet, qui aurait été ce qui aurait permis peut-être à une forme de dissidence d'être plus écouté. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas ou... Oui et non, bien sûr. C'est-à-dire que les médias, dans nos sociétés, se prennent pour le contre-pouvoir. Or, le génie des réseaux sociaux, c'est de rappeler aux médias qu'ils sont devenus un pouvoir. Donc, ils trouvent dans les médias sociaux un contre-pouvoir pour les rappeler à l'ordre, en un sens. Donc, il est possible sur Facebook, par exemple, de dire de l'article d'un journaliste « Ah, tiens, un reportage info-publicitaire ». Il est possible de critiquer, finalement, la parole journalistique, qui n'est plus une parole objective sur le réel, mais un discours souvent idéologique et militant qu'il faut nommer comme tel lorsqu'il se présente comme tel. Donc, de ce point de vue, oui, les médias sociaux permettent, dans leur dimension positive, permettent d'affranchir la parole publique des codes de la respectabilité médiatique. Ça découple l'espace médiatique de l'espace public. L'espace public retrouve une forme d'autonomie, n'est plus seulement régulé par les grands médias. Ça, c'est le bon côté, c'est-à-dire ça permet à des sentiments, des idées de s'exprimer qui n'étaient pas autorisés dans l'espace public. Le mauvais côté, évidemment, nous connaissons tous, c'est le côté trop souvent ordurier des médias sociaux, le fait qu'on a l'impression de se baigner dans un égout lorsqu'on s'y lance. Ça, c'est le mauvais côté. Mais néanmoins, c'est un lieu à partir duquel il est possible aujourd'hui de constituer, comme je dis, un espace public détaché des catégories habituelles dans lesquelles on enfermait la réalité, et de critiquer aussi ce pouvoir qui ne veut pas se nommer comme tel, qui est le pouvoir médiatique. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que le politiquement correct est en train aussi d'atteindre aujourd'hui les réseaux sociaux, avec deux exemples, tout ce qu'on a eu sur les fake news, qui, à force d'en parler, les médias sociaux eux-mêmes s'autocensurent en apprenant à leurs algorithmes à mettre de côté certains discours. D'ailleurs, on ne sait pas du coup s'ils sont fake ou pas fake au moment où ils sont annoncés. Et puis, très récemment, il y a 2 jours, on apprend que Google, qui devait créer
un comité d'éthique sur l'intelligence artificielle est obligé de le dissoudre suite à la pétition de 2400 signataires, donc presque personne, qui critique le fait que dans ce comité, il y ait la présidente de l'Heritage Foundation qui est considérée comme trop conservatrice pour réfléchir à l'intelligence artificielle. Non, oui, évidemment. Par définition, je dirais que un principe de légitimité, ce qui est le politiquement correct, c'est-à-dire le politiquement correct, c'est le mode de préservation de ce principe de légitimité, s'applique à tout. Donc, s'applique aussi aux réseaux sociaux et cherche à les encadrer, les enfermer dans sa logique. Et oui, sans le moindre doute, c'est la question des fake news, c'est fascinant. C'est-à-dire, il y a des vraies fake news, c'est-à-dire il y a de la propagande, des bobards. Mais il y a aussi, la notion de fake news peut aller très loin aujourd'hui, c'est-à-dire devant des interprétations concurrentes de la réalité, c'est-à-dire le fait qu'on ne voit pas tous le réel de la même manière, on va décréter que certaines de ces interprétations sont fake news. Et ça, c'est une manière, en fait, de limiter l'interprétation possible du réel en prétendant révéler le sens unique, ce qui me semble hautement problématique. Ensuite, oui, absolument. L'exclusion, lorsqu'on décide que tel est trop conservateur pour avoir le droit de siéger sur un tel comité, ça nous rappelle à quel point nous sommes devant une logique sectaire et fanatique. C'est-à-dire la présence du désaccord passe pour un scandale moral et nous n'acceptons pas de siéger avec le représentant du mal. Avec quelque chose qui est surprenant, parce qu'en France aujourd'hui, on parle beaucoup de la puissance des GAFA, on parle de la puissance de Google, et finalement Google est obligé d'accepter de se coucher devant une pétition de 2300 personnes, ce qui semble très faible. Mais la peur devant le scandale médiatique, devant la flambée sur les réseaux sociaux est telle qu'aujourd'hui, le réflexe de bien est de pouvoir se coucher très rapidement de peur que la crise n'enfle. Alors justement, une fois qu'on lit votre livre, on a l'impression quand même que le politiquement correct, c'est presque un air qu'on respire et qui même si on essaye d'y résister, nous atteint par moment. Comment on peut faire aujourd'hui pour desserrer cet étau et c'est quoi les conseils qu'on pourrait avoir pour essayer de retrouver un peu de liberté de pensée, d'expression? Conseil de méthode, conseil d'action. Conseil de méthode, il est nécessaire aujourd'hui, c'est une tâche d'hygiène publique en fait, de clarifier le sens des mots qui sont utilisés. Il n'est pas interdit devant tel journaliste, tel intellectuel, de dire qu'entendez-vous par ces fameux termes racisme, sexisme, populisme, phobie. Il n'est pas interdit de dire qu'entendez-vous par ces termes-là que vous utilisez comme s'ils vont de soi. Et là, ça permet de clarifier au moins ce dont on sait, de quoi dont on parle. Donc, il y a une tâche de définition qui est presque une tâche hygiénique aujourd'hui pour qu'on sache au moins de quoi on parle quand on utilise ces concepts. Sur le plan du courage, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faut être capable de tenir devant ce que j'appelle... Le jour où on décide de se lever, on en a assez de se soumettre au code de la respectabilité médiatique établi, il y a un prix à payer, c'est ce que j'appelle la pluie de crachats. C'est jamais agréable à traverser, on risque de s'y noyer. Mais si on traverse et si on tient tête suffisamment longtemps, un jour, on en ressort et on s'est installé dans le débat en se donnant le droit de dire ce qu'on a à dire. Ensuite, il faut renoncer à l'idée d'être aimé par ceux que nous combattons. C'est-à-dire, le rêve de bien des gens, c'est d'être vous savez, à droite, entre guillemets, le rêve, c'est d'être le conservateur accepté par les progressistes. C'est être l'homme de droite des hommes de gauche, le chouchou de la bande, celui qui est accepté, le réac toléré et apprécié. Ça, je pense que ça peut être certains dont tant mieux, mais sur le fond des choses, c'est pas l'attitude psychologique à avoir lorsqu'on critique un régime. Il faut accepter l'idée que l'adversaire ne nous apprécie pas. Ça veut pas dire que nous, on n'est pas courtois. Il faut débattre courtoisement, il faut débattre de la manière la plus honnête qui soit, mais il est normal, lorsqu'on conteste un régime, je le dis avec tristesse, mais que celui-ci se défende et ne nous apprécie pas particulièrement. Donc, de ce point de vue, il faut plaider pour un peu de courage en acceptant de ne pas se faire aimer par tout le monde et que ce désamour explicite est quelquefois l'autre nom d'une reconnaissance d'efficacité. Et pour finir cet entretien, je vous invite effectivement après à lire le livre L'Empire du politiquement correct. Vous mettez un petit peu finalement comme comme une bulle d'espoir, le conservatisme qui en France apparaît loin d'être une bulle d'espoir, mais comme quelque chose d'assez rétrograde. Alors, en quoi le conservatisme peut être finalement une forme d'espérance et une forme d'avenir, alors qu'il est très souvent vu en France comme quelque chose qui est terriblement passéiste? C'est parce que c'est une politique des réalités. Le conservatisme ne conteste pas l'idée de la modernité en elle-même. Il accepte d'habiter la modernité. Mais il rappelle que la modernité ne saurait suffire, les catégories de la modernité ne sauraient suffire pour définir le réel. Il y a dans le cœur de l'homme des besoins éternels. Il y a des permanences anthropologiques en toute société.
Et le rôle du conservatisme devant nous, parce que lorsque la modernité se laisse aller à son propre mouvement, nous basculons dans le fondamentalisme de la modernité, un flux insaisissable qui déconstruit tout, et nous sommes dans un pur mouvement qui n'est rien d'autre que mouvement. Et le rôle du conservatisme, je crois, c'est de reconstruire, de traduire, dans des termes propres à notre époque, cette aspiration à la permanence, à la continuité historique, à l'enracinement, des identités fortes qui structurent notre imaginaire mental. Sachant que, reconstruisant tout cela, je pense que c'est ce qui permet de civiliser la modernité finalement. Donc le conservatisme est force d'espoir dans la mesure où il veut se reconnecter à la part éternelle du genre humain, à tout le moins il veut se reconnecter aux permanences qui structurent notre imaginaire et qui nous permettent d'habiter le monde et sans lesquelles nous sommes condamnés à grelotter dans un univers beaucoup trop froid. Donc le conservatisme est cette politique des réalités, cette politique des médiations, cette politique des appartenances, cette politique de l'enracinement qui permet de reconstruire, comme dirait Bellamy, une demeure, qui permet de reconstruire un monde habitable à partir duquel nous participerons à la modernité, mais tout en ayant cette demeure sans laquelle l'homme est condamné justement à une existence d'exilé perpétuel. Merci beaucoup Mathieu, on vous invite à lire L'Empire du politiquement correct aux éditions du Cerf. Merci.